l'avant-dernier discours, juste avant son Excellence le secrétaire général de la francophonie, et il s'agit d'une femme. Oui, d'une femme qui parle au nom du monde, au nom des Nations Unies, au nom du secrétaire général, M. Ban Ki-moon. Il s'agit de Mme Irina Bokova, directrice générale de l'UNESCO. Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est avec plaisir que je dresse ce message au 15e sommet de chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation internationale de la francophonie. Je remercie le gouvernement et le peuple sénégalais d'accueillir cette manifestation. La terre du Sénégal a donné à la francophonie certaines de ses plus belles voix, dont celle de Léopold Sédar Senghor et d'Alioune Diop. Nous rappelons ainsi que la diversité nous rend plus forts, plus créatifs et plus ouverts au monde. Je me réjouis que vous ayez décidé d'axer cette rencontre sur les femmes et sur les jeunes. Ces deux groupes représentent ensemble une grande majorité de la population mondiale. Pourtant, il arrive souvent que leurs intérêts soient mis de côté et que leur voix ne soit pas entendue. Des progrès considérables ont été faits ces dernières années en ce qui concerne l'accès des filles à l'enseignement primaire et la représentation politique des femmes. Mais cette évolution reste bien trop lente et inégale. Je suis profondément préoccupée par la discrimination dont souffrent un grand nombre de femmes et de filles dans le monde, notamment sur la forme de violences sexuelles et sexistes. Nous avons vu ces derniers mois au Nigeria, en Irak et ailleurs des exemples horribles de souffrance qu'endurent des femmes et les filles à cause de la montée de l'extrémisme violent, du terrorisme et des déplacements forcés. Des problèmes politiques, socio-économiques et culturels persistants entravent également le développement durable et la croissance économique. Les pays qui favorisent l'autonomisation des femmes ont une économie plus robuste. Les entreprises dirigées par des femmes ont des meilleurs résultats. Des accords entre pays auxquels les femmes sont associées sont plus pérennes. Les parlements qui comprennent plus de femmes adoptent plus de lois et des lois de meilleure qualité sur les grandes questions sociales, dont la santé, l'éducation, la lutte contre la discrimination et l'aide à l'enfance. Les événements qui se sont produits en Afrique récemment ont montré que les femmes et les jeunes peuvent être à l'origine de changements. Ainsi, en Tunisie, ils ont été à l'avant-scène de la révolution qui a débouché cette année sur des élections présidentielles démocratiques. Les faits sont là. Quand les femmes et les jeunes ont davantage de moyens d'action, tout le monde en recueille les fruits. Pourtant, la petite fille qui naît aujourd'hui, où que ce soit dans le monde, devra faire face à l'inégalité et à la discrimination. Nous avons tous l'obligation de veiller à ce qu'elles vivent à l'abri de la violence qui touche une femme sur 3 dans le monde. Nous devons faire en sorte que plus tard, elles gagnent la même chose qu'un homme faisant le même travail qu'elle. Nous devons la mettre à l'abri de la discrimination et qui permettent d'être associés de la même façon qu'un homme
aux décisions qui le concernent. Elle doit notamment pouvoir décider si elle aura des enfants ou non, et si elle en veut, quand elle les aura. Ce sont ces vérités toutes simples qui vont guider l'action visant à accélérer les progrès vers la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement, censés être atteints d'ici à l'an prochain, et à élaborer un programme porteur pour l'après 2015. L'an prochain, 20 ans se seront écoulés depuis la 4e conférence mondiale sur les femmes et l'adoption de la déclaration et du programme d'action de Beijing. Il y aura également un examen de la résolution 1325 du Conseil de sécurité relative aux femmes et à la paix et la sécurité. Les débats sur ces questions seront de bonnes occasions de manifester une volonté politique renouvelée et de collaborer avec la société civile. J'engage vivement les membres de l'OIF à jouer leur rôle à part entière. Je saisis enfin cette occasion de rendre hommage au président Abdou Diouf, qui a fait de cette organisation ce qu'elle est aujourd'hui, un fer de lance de la diversité culturelle dans le monde. Vous avez montré que la francophonie ne repose pas que sur une langue, mais sur un projet multiculturel et multilingue. C'est cette vision du monde qui fait que votre mouvement dépasse largement les frontières du monde francophone. Je compte bien continuer de travailler avec la francophonie et tous ses membres afin de garantir à tous une vie de paix et de dignité. Je vous remercie. Merci, Madame Irina Bokova. Et merci pour ces vérités poignantes sur les femmes. Deuxième secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Et je pense, Monsieur le Président, qu'aucun mot ne serait suffisamment élogieux pour vous présenter. Sauf qu'en français, 5 mots pour 5 lettres écrivent merci. En Wolof, 5 lettres écrivent merci. Djadjef, Monsieur le secrétaire général. Merci, Monsieur le gardien de la Constitution. Monsieur le Président de la République du Sénégal, Mesdames, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames les Premières Dames, Excellences, Mesdames, Messieurs, on a toujours trouvé des Sénégalais parmi les précurseurs et les francs-tireurs. Ce sont ces propos de Léopold Sédar Senghor évoquant les grandes figures de la politique et de la culture. Dans son premier discours comme président de la République indépendante du Sénégal, qui me vient à l'esprit au moment où s'ouvre ce 15e sommet de la francophonie. Il fut sans conteste le plus brillant de ses précurseurs et de ses francs-tireurs lorsqu'il conçut avec Habib Bourguiba, Diori Amani et Norodom Sihanouk le projet d'une communauté d'États unie autour de la langue française. Lorsqu'il nous offrit, dans le plus généreux des efforts de dépassement
des déchirures de l'histoire, ce rêve d'une civilisation de l'universel. Alors je veux vous dire, Monsieur le Président de la République, Président Macky Sall, je veux vous dire que ce sommet n'est pas un sommet comme les autres. Je ne pense pas seulement à la tradition légendaire de l'accueil sénégalais. Je ne pense pas seulement à la mobilisation de toutes celles et tous ceux qui ont permis la tenue de ce grand événement dans des conditions flamboyantes. Je pense aussi au devoir qu'a la communauté francophone de vous rendre hommage, Monsieur le Président de la République, Macky Sall. Pour avoir su et voulu continuer à porter haut et fort le flambeau de la francophonie, pour avoir su et voulu faire prospérer avec sagesse et créativité tout ce qui incarne depuis des décennies aux yeux de l'Afrique et du monde le génie du peuple sénégalais et du Sénégal, ce grand pays, ma patrie, mon pays de cœur et de sang. Et c'est de cet hommage que je veux accompagner les remerciements fraternels que je vous adresse avec fierté en mon nom personnel et au nom de toute la francophonie. Parlons justement des remerciements à mon nom personnel. Monsieur le Président de la République, vous m'avez littéralement foudroyé, au bon sens du mot. Jamais, au grand jamais, dans mes rêves les plus fous, je n'ai espéré qu'à l'occasion de ce sommet, le président Macky Sall prendrait cette décision de donner le nom Abdou Diouf à ce magnifique centre, à ce bijou. À ce chef-d'œuvre d'architecture solide, fonctionnel, majestueux, tout y est. Et mon père, Abdoulaye Mbacké, avait l'habitude de dire dans ces cas-là, et je parle en wolof si vous le permettez, sant naa la sant bu amul àpp, sant naa la sant bu jéggi dayoo. Je ne peux pas trouver les mots assez forts. Peut-être que mon maître, le président Senghor, aurait pu trouver des mots plus forts encore. Mais j'ai voulu trouver les mots les plus forts de la langue française et de la langue wolof pour vous dire merci du fond du cœur, Monsieur le Président de la République. Ce sommet n'est pas un sommet comme les autres. Il doit être en ce lieu des origines, en ce lieu où fut scellée aussi en 1989 la vocation politique de la francophonie, l'occasion non seulement de célébrer les étapes franchies, mais surtout de célébrer la pertinence, l'acuité, la modernité du projet qu'avaient forgé pour nous ses précurseurs. Dans ce monde secoué de convulsions, fracturé par les inégalités, démunis face à des menaces nouvelles, dans ce monde en proie à une crise économique persistante, dans ce monde en perte de repères et de valeurs, dans ce monde en manque de régulation et d'éthique,
dans ce monde encore trop peu soucieux du futur crépusculaire qu'il pourrait bien léguer aux générations à venir, dans ce monde sans cap et sans capitaine, la francophonie a allumé ce phare d'espérance, de concorde, de solidarité et d'humanisme qu'ils avaient édifié, eux les précurseurs, dans l'océan de l'universel. Car la plus grande menace qui nous guette aujourd'hui, ce n'est pas seulement le terrorisme ou le changement climatique et actuellement le virus Ebola. La plus grande menace qui nous guette à côté de ces menaces que je viens de citer, c'est aussi l'immobilisme, l'égoïsme ou l'indifférence. C'est de renoncer à la solidarité, c'est de faire prévaloir les intérêts particuliers sur l'intérêt général de la famille humaine. C'est de persister dans l'idée d'une communauté internationale qui ne soit pas une véritable communauté démocratique de nations. C'est de repousser sine die les moyens par lesquels les États accéderaient enfin au sens de la responsabilité universelle en remettant entre les mains d'un gouvernement d'union internationale la résolution des grands problèmes transnationaux. À tout cela, la francophonie est en mesure de répondre aujourd'hui, grâce à la force de sa langue partagée, la langue française, qui est devenue la langue de la non-allégeance à une mondialisation sans âme, la langue qui redonne voix aux sans-voix, la langue qui redonne droit aux sans-droit, la langue qui redonne sens à un monde en quête de sens. À tout cela, la francophonie est en mesure de répondre aujourd'hui grâce à la force des valeurs universelles qu'elle promeut dans le respect de la diversité et de l'égale dignité de toutes les cultures. À tout cela, la francophonie est en mesure de répondre aujourd'hui grâce à la force d'un multilatéralisme à 77, soucieux de transcender les divergences culturelles, politiques, stratégiques et non de les attiser. Grâce à la force de sa coopération de proximité fondée sur le dialogue, la connaissance et la compréhension mutuelle, la solidarité vraie. À tout cela, la francophonie est en mesure de répondre aujourd'hui grâce à la force de ses acteurs, les parlementaires, les universitaires, les maires, sa télévision mondiale en langue française, ses réseaux institutionnels, professionnels, son réseau d'OING, mais aussi ses réseaux de femmes et de jeunes, les femmes qui ont inscrit au rang des valeurs universelles la sororité, les jeunes qui sur les 5 continents ravivent jour après jour la flamme des droits et des libertés. Monsieur le Président de la République, Mesdames, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, si vous êtes convaincus que ce sommet ne doit pas être un sommet comme les autres, alors vous nous démontrerez ici, à Dakar, que la francophonie n'est pas une organisation internationale comme une autre, en continuant à lui octroyer dans les années à venir la confiance et les moyens de répondre plus que jamais présente à la renaissance du monde, tel le levain nécessaire à la farine blanche. Évidemment, j'en profite pour dire merci et au revoir à tout le monde à la fin de ce mandat et de cette mission. Merci. Merci. Ne quittez pas la salle, s'il vous plaît. Restez sur place. Merci, Monsieur le Président Abdou Diouf. Ne quittez pas, restez sur place, s'il vous plaît. Nous avons quelques annonces pour vous.
Merci pour cette ovation bien méritée. C'était donc Abdou Diouf, le secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie qui s'exprimait. Vous avez donc suivi en direct la cérémonie d'ouverture de ce 15e sommet de la francophonie. Daouda Attal, qu'avez-vous pensé de l'intervention d'Abdou Diouf? Moi, je pense que c'est un bon discours d'adieu. Il a été assez précis, assez concis. Je pense que, évidemment, il fallait qu'il remercie le président Macky Sall pour ce bijou qu'il lui a offert, qui a quand même coûté pas loin de 60 milliards de francs CFA, qui a d'ailleurs créé une petite polémique sur la scène nationale sénégalaise. Je pense que là, c'est aussi une manière de fédérer tout le monde autour de ce bijou en l'offrant, entre guillemets, au président Abdou Diouf, qui par ailleurs reste bien apprécié quand même par la grande majorité des Sénégalais, il faut le dire. Sur le fond même du discours, je pense que c'est quelqu'un qui résume son action, qui croit en la francophonie. On le sent dans son discours. Je pense que c'est vraiment, il croit en la francophonie, en la langue française, etc. Bon, c'est pas moi qui le dis, c'est quasiment unanime que son action a été positive. C'est ce que les analystes disent. Maintenant, pour se projeter sur l'avenir de la francophonie, il a dit deux mots importants, confiance, que les chefs d'État et de gouvernement continuent à donner la confiance à l'OIF et les moyens. Je pense que ça, c'est deux éléments qui sont très importants et c'est pas pour rien qu'il les a mentionnés dans son discours. À rappeler que le budget de la francophonie, c'est 85 millions d'euros, 55 milliards de francs CFA. C'est quasiment le coût du centre dans lequel se déroule l'événement aujourd'hui. Donc avec ça, ça reste quand même de faibles moyens pour la francophonie. Et je pense que le président Abdou Diouf l'a bien dit et il l'a dit dans ce sens. Donner à la francophonie les moyens de son action, ça veut dire ça peut-être augmenter les contributions au sein du fonds mutuel unique pour pouvoir générer davantage de projets de développement à l'échelle des pays qui en ont le plus besoin. Moi, c'est ce que je retiens principalement de son discours. Alfred, alors demain, dimanche 30 novembre, Abdou Diouf ne sera plus le secrétaire général de l'OIF. Il va passer la main à un nouveau secrétaire ou une nouvelle. Michaël Jean, la candidate canadienne est-elle aujourd'hui favorite? Fanny, c'est une question qui se pose. Alors, effectivement, il y a eu des batailles de coulisses entre les différents candidats qui se présentent, soutenus soit par tel chef d'État, soit par tel autre. Et puis, effectivement, il y a la figure de Michaël Jean, qui, par ailleurs, est contestée par un certain nombre d'Africains disant qu'elle n'est pas africaine et que donc, par conséquent, elle ne pourrait pas être légitime pour ce poste-là. Et puis qu'elle viendrait d'une partie du Canada qui pollue énormément et que donc il y a là comme une sorte de défaut de légitimité. Mais elle a obtenu quand même un soutien assez franc de François Hollande il y a quelque temps, avant son départ à ce sommet-là, et que donc on peut dire qu'en quelque sorte, elle a de fortes chances, mais pourvu que ne retransparaisse pas ce qui s'est passé lorsque Calixte Béala s'était présenté il y a quelques années face à Abdou Diouf et que tous les chefs d'État n'avaient même pas jugé nécessaire d'examiner sa candidature, avaient reconduit unanimement Abdou Diouf. Donc, qu'elle ne soit pas victime justement du machisme, entre guillemets, n'est-ce pas, des chefs d'État. Mais en réalité, la conjoncture lui est favorable. Pourquoi ? En suivant le thème même de ce 15e sommet de la francophonie, on peut imaginer qu'il y a là une indication qui est donnée sur éventuellement le choix à faire justement demain au moment du vote. Mais je ne sais pas si le vote n'est même pas déjà entériné, conclu, hein, mais ça reste encore ouvert. Daouda Attal, qu'impliquerait un secrétaire général de l'OIF qui ne viendrait pas du continent africain, qui ne serait pas africain? Qu'est-ce que ça impliquerait? Ça impliquerait le changement, tout simplement, je dirais. Parce que, bon, Abdou Diouf a eu plusieurs mandats successifs.
africains, sénégalais. Donc, si les pays africains n'ont pas réussi à trouver un candidat unique qui fait consensus, je pense que ça me paraît normal que la présidence quitte l'Afrique et aille ailleurs. L'important étant que, de toute façon, que l'organisation fonctionne, qu'elle réponde aux besoins des populations de cette francophonie des peuples. Disons, je pense que l'important c'est ça, quel que soit le capitaine qui sera à bord, s'il remplit la mission de la francophonie orientée vers le développement des populations, je pense qu'il aura réussi sa mission. Et puis, par ailleurs, la francophonie, c'est pas seulement le secrétariat général. Il y a, bien entendu, le sommet des chefs d'État qui se tient tous les 2 ans, mais il y a aussi la conférence, le conseil déjà, le conseil permanent. Chaque pays envoie un représentant personnel du président de la République de chaque pays pour constituer le conseil permanent. Je pense qu'il y a d'autres instances pour travailler. Il y a la conférence permanente des ministres aussi, qui se réunit de temps en temps dans des commissions. Il y a 2 commissions permanentes spécifiques, 2 commissions spécifiques, la Confemen, donc la conférence des ministres de l'Éducation nationale, la Conféges, donc qui est la conférence des ministres de la jeunesse et des sports. Donc il y a autant d'instances là qui peuvent permettre effectivement de travailler dans cette mission qui est que la francophonie s'est assignée, au-delà du choix de la personne qui va piloter le bateau, on va dire. Alfred, à part Michaël Jean, il y a 4 autres candidats. Il y a le Mauricien Jean-Claude Lestrade, le Burundais Pierre Buyoya, le Congolais Henri Lopez et l'Équato-Guinéen Augustin Nzefumou. Comment expliquer qu'aucun d'entre eux n'ait fait consensus ? Alors, mais parce que là aussi c'est une question de leadership pour les chefs d'État concernés. Il y a une question de leadership par rapport justement à cette institution. Denis Sassou Nguesso ou Théodoro Obiangema Bazogo ou le Burundi d'ailleurs, je crois qu'il s'est présenté seul, que le président Nkurunziza n'a pas présenté Buyoya, donc voilà. Mais qu'en réalité, il y a cette question de querelle des égos entre guillemets des chefs d'État qui voudraient avoir justement, parce que c'est un poste aussi, c'est un poste politique, c'est un poste central. Et je pense que de ce lot, il y a effectivement Michaël Jean, mais il y a aussi le Mauricien qui est plus ou moins le challenger en quelque sorte. Et donc, en fait, le fait de ne pas présenter un seul candidat, c'est que les chefs d'État s'auto-neutralisent. Ils s'auto-neutralisent finalement leur candidat. Du coup, ça se murmure que beaucoup ne voudraient pas de la candidature de Henri Lopez parce que, pour moult raisons, il y a ce qui se passe au Congo-Brazzaville et que donc on verrait vraiment d'un mauvais œil justement. Et puis bon, il est quand même aussi âgé que donc il faut passer la main. Donc pour faire court, je pense qu'effectivement Michaël Jean et puis le Mauricien sont les 2 candidats qui vont se disputer justement à ce poste-là. Daouda Tall, c'est un échec quelque part que l'Afrique n'ait pas réussi à avoir un candidat unique ? C'est un échec, oui et non. Je pense que, comme on parle de francophonie, de fédération, je pense que les Africains avaient intérêt à se retrouver effectivement autour d'une candidature consensuelle. Bon, tel n'est pas le cas. Maintenant, pour les candidats qui sont déclarés africains, ça n'a pas facilité les choses aussi. Je pense que chaque candidat a sa chance. Le Mauricien Jean-Claude Lestrade, je pense que, bon, il a quand même un handicap, c'est que aussi son pays, l'île Maurice, le français, c'est l'anglais, la langue officielle. Quand on prend le cas également de la Guinée équatoriale, bon, le français n'est pas forcément la langue officielle non plus, c'est l'espagnol. Donc là, du coup, il y a quand même un petit souci de concordance peut-être à ce niveau-là pour faire le plaidoyer auprès des autres membres de la francophonie qui ne sont pas finalement africains. Bon, il nous reste quoi chez les Africains? Henri Lopez, bon, on va dire... au niveau expérience, il y a peut-être, bon, c'est ce qui semble lui être reproché un petit peu. Et puis en dernier, Pierre Buyoya, bon, on l'a dit, par rapport à tout ce qui est les putsch qu'on peut lui reprocher également. Donc finalement, est-ce que c'est pas que ce sont les Africains qui se sont eux-mêmes exclus du jeu quelque part
par ces choix-là qui ne sont pas concordants et sur lesquels ils ne peuvent pas réunir tout le monde, bon, là est la grande question aussi. Alfred, est-ce qu'un nouveau secrétaire général de l'OIF représente automatiquement de nouvelles orientations pour l'organisation, ou est-ce que simplement ce nouveau secrétaire va suivre la ligne tracée par Abdou Diouf? En fait, si on revient à tous les discours qu'on a entendus aujourd'hui, c'est un grand défi qui est lancé au successeur d'Abdou Diouf. Mais Abdou Diouf lui-même a en quelque sorte balisé un peu le terrain pour son successeur en rappelant ce qui a été fait. Et puis le grand défi qui est adressé à la francophonie, celui du volontarisme politique. Et donc, une fois qu'il a dit ça, le volontarisme politique par rapport à la stratégie que la francophonie veut mettre en place aujourd'hui, je pense que le nouveau secrétaire pourra justement s'appuyer sur, entre guillemets, la sagesse d'Abdou Diouf et puis des équipes qui sont là. En réalité, le secrétaire, il part, mais les équipes restent, même si le nouveau secrétaire peut renouveler quelques postes, mais les équipes restent. Et puis, le secrétaire général de l'OIF, c'est plutôt la cheville ouvrière. Il y a des instances qui existent, qui ont été rappelées ici, et notamment le Parlement francophone, et puis il y a l'Association des maires, justement, francophones. Ça fait toute une série de structures qui existent. L'AUF, l'université, l'agence universitaire francophone, ça fait toute une série de structures qu'ils chapeautent, et donc qui sont déjà là, qui sont pérennes, qui ont des politiques en place. Au fond, le secrétaire ou la nouvelle secrétaire qui sera élu aura vraiment à s'inscrire dans la continuité et en même temps à impulser une nouvelle dynamique dans le sens de susciter justement ce volontarisme politique qui est appelé de tout ce vœu par Abdou Diouf. Alors Daouda Tall, peut-être pour terminer, une question de procédure. Certains critiquent le mode de nomination du secrétaire général de l'OIF, puisqu'il se fait à huis clos entre les chefs d'État. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense qu'en même temps, c'est du ressort des chefs d'État de nommer. C'est la charte même de la francophonie. À ce moment-là, il faudrait repenser, si on veut critiquer cela, la charte même de l'OIF. Comme c'est prévu comme ça me paraît tout à fait normal. Mais je pense qu'avant cela, il y a eu des conférences permanentes de ministres, il y a eu des discussions qui ont été avancées par-ci et par-là. Maintenant, le dernier mot reste toujours au chef, comme on dit. Alors justement, Alfred, un dernier mot sur ce mode de nomination. Jusqu'à preuve du contraire. Alors, ça a été décidé ainsi pour éviter justement qu'il y ait... Si on veut que le secrétaire général soit élu au suffrage universel, entre guillemets, ça signifierait déjà mobiliser des moyens, etc. Et puis comme c'est un vaste espace quand même, ce serait compliqué d'organiser un tel scrutin. Alors, à défaut de mieux, on se contente de ce qui est, quitte à modifier peut-être la charte de l'OIF pour inclure de nouveaux modes justement de désignation du secrétaire général. C'est le moins mauvais, moyen d'arriver à la nomination du secrétaire de l'OIF. Merci. Cette émission spéciale consacrée au 15e sommet de la francophonie est à présent terminée. Daouda Tall, merci d'avoir été là. Je vous en prie, Fanny, c'était un plaisir de commenter avec vous l'ouverture du sommet de la francophonie. Et Alfred, merci également. Merci Fanny. Et quant à nous, on se retrouve ce dimanche 30 novembre pour vivre ensemble l'annonce du nom du nouveau secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. À bientôt sur Africa 24.